Bonjour les amis. Alors vous avez peut-être noté que j'étais assez tiède face aux manifestations pour les retraites. Moi j'ai un peu l'impression, si vous voulez, que les gens manifestent pour défendre un système très discutable. Et j'ai beaucoup manifesté toute ma vie. J'ai vu des manifestations pour ce genre de revendications. Il me semble que ce n'est pas le moment de tendre la main à l'État, de demander toujours plus en fait d'aide de la part du gouvernement. Les manifestations pour défendre ses intérêts propres, ses petits intérêts, mais tous en même temps, c'est autre chose que ce qui se passe en ce moment à Sainte-Soline, où j'ai le sentiment que là il s'agit vraiment de défendre un bien commun. C'est-à-dire c'est l'eau qui est accaparée par l'agro-industrie, l'agriculture industrielle. Donc j'ai l'impression que d'un côté, dans les villes, on va manifester pour défendre le système, tandis que là, à Sainte-Soline, on manifeste pour défendre un bien commun qui est l'eau, qui est accaparée dans les méga-bassines, pomper des nappes phréatiques. Alors j'ai eu l'excellente surprise de tomber sur cet article qui vient d'une revue d'écologie politique. Donc c'est plutôt le genre de truc qui m'énerve habituellement. Donc on va trouver des articles sur l'écoféminisme par exemple, des choses qui peuvent crisper un peu. Mais alors là j'ai eu une sorte d'espoir en voyant des militants de gauche se tourner vers Sainte-Soline. Alors, moi je me suis intéressée à l'histoire de Sainte-Soline quand j'ai entendu parler du nom de ce petit village. Je me suis demandé qui était cette sainte. Et c'est ainsi que je suis tombée sur cet article, qui commence par « Il se passe quelque chose à Sainte-Soline ». C'est comme si le pouvoir d'évocation des récits mystiques entrait en résonance avec les puissances géologiques du pays niortais, offrant leur faveur à celles et ceux qui luttent contre l'accaparement de l'eau et pour la défense d'un commun. Méditation sur la spiritualité d'une lutte. Alors oui, j'ai cherché des informations sur Sainte-Soline, Wikipédia ne nous dit rien du tout, et c'est aussi ce que relève l'auteur de cet article. Un article lapidaire de Wikipédia prétend qu'il n'existe aucune information précise ou fiable sur la vie de Sainte-Soline. Mais si notre sombre époque croule sous les informations, elle manque en revanche cruellement de légendes et paradoxalement, à mesure que s'entassent les rapports du GIEC, les informations scientifiques rejoignent de manière inattendue la prose religieuse. Ça, c'est bien vrai. Elles sont annonciatrices d'un avenir qui ressemble à s'y méprendre aux 7 plaies d'Égypte, au déluge, à l'Apocalypse selon saint Jean, ou encore aux sourates coraniques de la secousse, de la déchirure et du ciel fendu. Donc on va avoir ici un article de quelqu'un qui va se défendre en fait d'être catholique. Bon, c'est un petit peu dommage, mais malgré cela, on sent qu'il y a un appel, chez les militants. Alors avec les précautions d'usage d'un militant en pays laïque, néanmoins ils nous disent que l'esprit et la détermination qui nous animent n'ont rien d'étranger à la foi. Tiens, ça craque un peu quand même. Le temps est venu de faire toute la lumière sur Sainte-Soline, nous dit-on, et c'est vrai que c'est dans cet article que j'ai pu trouver vraiment des informations sur elle. La vie de Sainte-Soline. La légende de Sainte-Soline fut consignée par l'abbé Loriot dans un ouvrage oublié, Sainte-Soline ou les premiers martyrs de l'église de Chartres. Nous sommes au IIIe siècle après Jésus-Christ et Rome règne sans partage sur l'Occident. Le pays mélois garde encore la trace de cette époque lointaine. En témoignent les vieilles pierres de la cité de Rome, Roranum, jalonnées de ruines et marquées à jamais par ces termes antiques aux colonnes toscanes.
Dans ce livre, l'abbé Loriot nous raconte l'histoire de Santa Sulina, une jeune femme de noble et riche famille qui se convertit à la foi chrétienne. Elle fait le serment de conserver sa chasteté et de réserver son amour à Jésus-Christ. Assaillie de sollicitations, tant pour la beauté de ses traits que pour la noblesse de ses titres, elle les décline toutes avec obstination. Alors que ses parents la maltraitent pour la forcer à prendre époux, et que ses prétendants se font chaque jour plus insistants, elle décide de prendre la fuite. Elle renonce à toutes les richesses de sa famille, à tous les privilèges de son rang pour gagner liberté et indépendance. Elle prend la route pour un long périple. Sa courageuse fugue la ramène jusque dans la cité Carnute où elle trouve refuge dans une grotte fameuse où les chrétiens primitifs vouaient alors un culte à la Vierge Marie. Elle s'y établit pour mener une vie de recueillement et de prière. Mais Quirinus, gouverneur de la cité, décide de faire arrêter cette femme prosélyte qui chaque jour convainc d'autres femmes de se soustraire au mariage et de vivre leur foi en communauté de sœurs. Elle est jetée au cachot. Quirinus s'efforce de la faire renoncer à sa croyance, usant tour à tour des douces promesses et des supplices, de la séduction et de la torture. Elle persiste dans sa foi et sa sérénité et ne se laisse ébranler ni par les menaces ni par les caresses. Elle est alors livrée au bourreau pour être décapitée, puis immolée. Des fidèles parviennent dans le plus grand secret à récupérer et inhumer son corps en un tombeau parfumé. Des reliques sont alors précieusement conservées dans une châsse dorée. Elles sont encore accessibles aujourd'hui auprès de la personne qui détient les clés de l'église du village Sainte-Soline. Depuis sa mort jusqu'au XIXe siècle, elle est vénérée dans les temps de calamité publique et, écoutez bien, de sécheresse. Sainte Soline était invoquée de manière toute spéciale dans les grandes calamités publiques, pour les biens de la terre en souffrance et contre les intempéries de l'air. Ces reliques étaient alors portées aux processions générales. Quand une sécheresse trop continue menaçait les récoltes, on exposait à la cathédrale de Chartres la châsse de saint Taurin, évêque d'Évreux, et à l'église abbatiale de Saint-Père la châsse de Sainte Soline. Et les nombreux et irrécusables miracles obtenus à la suite de cet acte de pieuse confiance dans l'intercession des saints autorisaient les populations reconnaissantes à traduire leurs pensées par l'épithète naïve et bien significative qu'elles donnaient à ces châsses vénérées. Elles les appelaient les deux aqueducs du pays chartrain. Extrait de la vie des saints du Poitou, 1856. L'auteur de l'article enfonce le clou en citant la Bible et le Coran pour dénoncer ceux qui sont aveuglés par l'appât du gain. L'eau, ce bien commun, ce don de la providence, est ce qui rend possible la vie même. En s'attaquant aux méga-bassines, nous luttons non seulement contre l'accaparement de l'eau par un complexe agro-industriel mortifère, mais aussi pour une prise de conscience. Puis l'auteur continue en présentant Jésus comme quelqu'un qui n'a pas fait que tendre l'autre joue, mais qui a d'abord semé le trouble, en citant l'évangile de saint Marc et de saint Jean à propos des marchands du temple. Il continue par un paragraphe intitulé « Que l'esprit de sainte Soline soulève la terre ». Dans cet affrontement contre les marchands qui assèchent et ravagent le monde, nous avons à nos côtés l'esprit de sainte Soline. Et cela nous le recevons, nous le percevons par des signes. Il y a en nous et avec nous des forces qui nous excèdent et nous agissent. Elles commencent tout juste à se manifester. Elles appuient notre résistance, prolongent et amplifient nos gestes. Vous vous attendiez à cela de la part de militants écologistes? Et voici le vitrail de sainte Soline, la représentant avec une hache, à l'église de Sainte-Soule. Alors quels sont ces signes que sainte Soline
a envoyé aux manifestants. Jeudi 2 mars 2023 vers midi, les sapeurs-pompiers sont intervenus rue de Verdun après l'apparition soudaine de fissures sur le bâtiment qui abrite les bureaux de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime et de la CUMA des Deux-Sèvres. Il s'agit de 2 acteurs majeurs du projet de méga-bassine dans le département. Une dizaine de salariés travaillaient à l'intérieur au moment des faits. Les pompiers ont constaté le surgissement de trous et de fissures. On a entendu un gros clac et le carrelage s'est soulevé au niveau de l'accueil. On a immédiatement évacué le bâtiment. Le maire a pris un arrêté de péril et prononcé sa fermeture administrative. Ce bâtiment est inaccessible jusqu'à nouvel ordre. Les gendarmes de Parthenay présents sur site se sont retrouvés une fois de plus impuissants face à ce nouveau soulèvement de la terre au sens littéral. Encore d'autres signes. Depuis une quinzaine de jours maintenant, le petit monde des irrigants de la commune de Sainte-Soline bruisse d'une rumeur angoissée. Au café, dans les couloirs de la CUMA, sous les silos d'Océalia et dans les réunions de la COP de l'eau, c'est-à-dire les promoteurs des méga-bassines, l'inquiétude et l'anxiété suintent de toutes parts. Les fuites partout se propagent, les travaux sont interrompus. La cause première est l'action résolue des opposants. Le cratère est désormais creusé, il est cerné de digues en terre, de barrières et de grillages consolidés. Le calendrier initial est mis à mal par la détermination des opposants. En effet, il serait absolument imprudent de bâcher la méga-bassine maintenant. Le risque est trop important qu'elle soit rapidement détruite, pendant, avant ou après la manif du 25 mars, qui est derrière nous maintenant. La phase entre le bâchage et le remplissage constituera le moment de vulnérabilité maximale de l'édifice. Un coup de cutter ou une petite flamme suffirait alors à neutraliser le chantier et leur faire perdre des sommes astronomiques. Mais en plus de notre résistance farouche, une autre menace plane au-dessus du chantier, une menace bien plus mystérieuse et profonde, une contrainte technique entre guillemets qui inquiète au plus haut point la COP de l'eau. Un lac s'est formé dans la méga-bassine. Mais ne croyez pas que cette apparition serait un effet fond de cuve lié au retour de la pluie. C'est encore une fois aux forces telluriques que l'on doit cet étrange phénomène. Il s'agirait bien plutôt d'une remontée de nappe. Normalement, les concepteurs ont anticipé un tel phénomène en prévoyant de laisser au fond de la bassine un seuil minimal, en guise de lestage, pour empêcher que la nappe phréatique ne perce la bâche et ne ruine l'édifice. Mais si les concepteurs ont sous-estimé la puissance et le débit de cette poussée, alors la bassine de Sainte-Soline est un édifice mort-né. De plus, l'absence d'études hydrogéologiques préalables sur la nature des sols sous la méga-bassine laisse planer un autre risque tellurique et non des moindres. Les concepteurs se sont affranchis des obligations préconisées par la loi sur l'eau. Ils se sont dispensés de faire réaliser un diagnostic par des géologues professionnels. Ils n'ont fait ni test hydraulique de forage, ni sondage carotté, ni description lithologique des affleurements ou autres études structurales. Pour le dire simplement, ils ignorent tout de la nature et de la texture du sous-sol de la bassine et construisent à l'aveugle. Or, sous le calme apparent des plaines de Sainte-Soline, le sous-sol est jalonné de gouffres et traversé de failles. Ainsi, au risque de poussée de nappe, vient donc s'ajouter celui d'un possible effondrement de l'édifice sur lui-même. Les maîtres d'œuvre des méga-bassines ont déjà fait preuve de cette négligence coupable par le passé. C'était à Vivonne au début des années 2000. Le fond de la bassine n'était en réalité que le mince plafond d'une rivière souterraine. La bassine, une fois remplie, s'était littéralement effondrée sur elle-même. La puissance des eaux et de la terre avait balayé l'édifice, répandant des lambeaux de bâches à des kilomètres à la ronde. La chambre d'agriculture commanditaire des travaux avait fait faillite
licencier une dizaine de salariés pour être finalement placés sous tutelle. Aujourd'hui, le sol se soulève et se dérobe sous la chambre d'agriculture du 79. Les irrigants cauchemardent du fiasco de Vivonne. Le 25 mars prochain, nous porterons un nouveau coup de butoir contre ce projet absurde. Ô sainte Soline, puisses-tu accompagner notre effort, soulever la terre pour leur porter le coup de grâce. Et on a la prière que les militants ont écrit pour sainte Soline. Ô sainte Soline, toi qui as fugué pour échapper aux contraintes patriarcales, toi qui as défié l'Empire romain et résisté aux gouverneurs, aide-nous à affronter la sécheresse et les calamités de notre temps. Ô sainte Soline, déterre ta hache de la guerre pour que verdissent les blés, soulève terre et eau pour bassines effondrées, aide-nous à déferler pour enterrer projets. Ô sainte Soline, nous t'implorons, guettons tes moindres signes, puisses-tu faire de nous foule fluide comme l'eau pour déborder leurs lignes, qu'ainsi, à tout jamais, il n'y ait plus de bassines. Amen. Signé la Société des frères et sœurs de Soline. Et voilà la conversion étonnante des militants de Sainte Soline au christianisme. Allez, je vous laisse, moi ça m'a réjoui. Bonne journée, à bientôt.